quelque chose, c'est vous expliquer le dessous des cartes ou l'avancée de mes réflexions personnelles. Pourquoi en est-on arrivé à un système aussi porteur d'insécurité pour celui qui accorde de l'information. Voilà, aussi porteur d'insécurité pour vous lorsque vous êtes interviewé. Donc voilà, maintenant j'aimerais bien vous entendre sur la communication, la façon dont vous faites passer finalement vos projets, vos intentions, le suivi de l'ensemble de vos consignes, soit à l'extérieur de l'entreprise, soit à l'intérieur de l'entreprise. Jean-Marie, dans une entreprise, quand vous avez un problème de comptabilité, vous voyez votre expert comptable. Quand vous avez un problème technique, vous voyez un technicien spécialisé. Quand vous avez un problème de communication, tout le monde a la solution. Personne n'accepte que la communication réponde à des normes, à des lois, à des règles, et tout le monde se croit compétent dans ces domaines-là. C'est une des difficultés de la communication en entreprise. Vous préparez un dossier, vous le travaillez à fond, vous l'organisez, vous avez toujours quelqu'un en réunion qui dit « c'est pas du tout ça qu'il faut faire, c'est autrement, et d'ailleurs, voilà ». Donc, le problème, c'est que tout le monde se croit compétent en communication, même si on n'a pas préparé le dossier. Alors, on reçoit un journaliste, on n'a pas bien préparé le dossier parce qu'on ne connaît pas ce métier-là. Nous, on a dans l'entreprise quelque chose, un succès à expliquer ou un très beau marché qu'on vient de signer, un truc comme ça. Et on ne prépare pas du tout, on ne travaille que sur ce sujet-là. On ne travaille pas sur la vue globale de l'entreprise. Et le journaliste, quand il va dans une entreprise, il regarde un peu partout. Et puis ce qui l'intéresse, c'est ce qui va faire vendre son papier. Donc il s'aperçoit que sous la bâche, dans le coin, on a oublié de dégager un truc et il demande ce qu'il y a sous la bâche. Et dans le journal, on va vous parler de ce qu'il y avait sous la bâche et non pas du marché magnifique que vous venez de signer. Voilà. Le risque. J'aimerais vos témoignages, j'aimerais vos conseils, j'aimerais peut-être aussi vos préventions. Ici, vous avez bien entendu, voici ce que nous avons mis en place. Moins de messages, plus clairs, pour nous assurer que tous avaient bien compris. Je vous écoute. Pierre. Oui, rapidement, encore un message de responsabilité, plutôt que de critiquer les médias qui essayent de faire des articles à sensation. Il vaut mieux essayer de savoir comment ils fonctionnent, quels sont leurs objectifs, et puis se remettre en question soi-même. C'est-à-dire que quel est le message qu'on veut passer, et comment on le fait passer, quelle stratégie on adopte, faire un peu d'empathie pour essayer de comprendre effectivement qui c'est qu'on a en face. Bref, toujours pareil, c'est un miroir. Ben, si c'est pas beau ce qui ressort, il faut se maquiller, je ne sais rien, mais il vaut mieux se remettre en question soi-même, une fois de plus. J'aimerais vous entendre. Pourquoi fuyez-vous la presse, par exemple? Quelle est là-dessus votre stratégie? Si vous vous exprimez vis-à-vis de vos salariés, vous y réparez-vous? Ou bien vous y allez comme cela, avec doigt mouillé, etc. J'aimerais vous entendre là-dessus. La façon, la capacité que vous avez à transmettre vos idées, vos projets, vos intentions, votre volonté. Oui, je vous écoute. Jean. Moi, j'ai simplement peut-être une conviction à proposer, c'est que la communication hors de l'entreprise et la communication dans l'entreprise, c'est évidemment très lié, et qu'aujourd'hui, la communication exige beaucoup plus qu'avant, beaucoup de sincérité, beaucoup de cohérence. C'est-à-dire que les gens sont très très attentifs maintenant aux contradictions. Et alors, ils le sont à travers les réseaux sociaux, à travers toute la communication extérieure, et ils le sont à l'intérieur de l'entreprise aussi. C'est du moins ce que je dis. Voilà. C'est une donne qui change beaucoup. Et certainement que les critiques vis-à-vis de la presse installée reposent un petit peu aussi là-dessus. Le monde a changé. Vos interlocuteurs sont beaucoup plus aujourd'hui attentifs aux propos, aux contradictions que vous allez tenir. Jérémy, j'aimerais vraiment vous entendre là-dessus. La façon dont vous vous préparez lorsque vous avez une communication orale. Alors nous, on fait de la com interne et externe dans une école aussi. La com interne, elle s'adresse parfois auprès des étudiants. Et alors là, quand on s'adresse à des étudiants, il faut presque avoir la rigueur que vous avez vous, chef d'entreprise, quand vous vous adressez à vos salariés. Parce que si vous n'êtes pas clair, vous avez vite un phénomène de rumeur. En ce moment, ce qui tourne à l'Estia, c'est qu'il y a les 24 heures de l'innovation et la conférence de Jérémy Rifki ne sera pas pour les étudiants. Donc c'est en train de... Donc certains viennent me voir, enfin moi j'imagine que vous avez les mêmes choses avec les salariés. Pardon?
c'est du buzz que je crée volontairement des fois. Et pareil, vous donnez des consignes d'examen, c'est formidable comment elles sont toutes transformées à la fin. Et puis vous avez, donc il y a de la communication interne, et ça je trouve c'est la richesse aussi, et c'est ce qui est sympa dans notre métier. Ce qui me dérange plus, c'est la communication externe et auprès des médias. Et là, je vais être un peu plus provocateur parce que ça fait 6 ans qu'on fait les 24 heures, ça fait 6 ans que les médias s'intéressent à ça parce qu'ils confondent ça avec les 24 heures du Mans. Et ce que je comprends pas, c'est qu'on leur explique tout. Je passe du temps le lendemain des 24 heures, c'est-à-dire on fait ça du vendredi au samedi, donc le dimanche je suis au téléphone avec la presse, je leur dis qui c'est qui a gagné, qui sait comment ça s'est passé, tout ça. Et puis j'entends un journaliste qui prend des notes, qui me restitue à moitié ce que j'ai dit. Je sens que c'est bourré de fautes et je dis mais écoutez, envoyez-moi votre article, je vous fais une review dans la seconde. Et quand je dis le review, c'est pas de reformuler vos phrases, c'est certainement pas mon métier, mais c'est d'être sûr que l'information que vous sortez dans votre article soit bon. Écoutez monsieur, ça fait 30 ans que je fais ça, t'es gentil, t'es prof, tu fais ce que tu sais faire et tu fermes ta gueule. Ok, le lendemain, premier prix des 24 heures d'innovation attribué à Quicksilver. Premier prix, c'était Decathlon. Vous imaginez ce que ça donne. Ensuite, moi derrière, je prends les rames, l'aviron, le moteur et j'explique tout ça. Et heureusement, vous avez les mêmes problèmes que moi. Et quand je dis, vous savez, monsieur de Decathlon, c'est la presse. Ok, j'ai compris. Et j'ai pas eu à lui expliquer. Et c'est ça qui me dérange un petit peu. Alors heureusement, l'année dernière, j'ai eu un petit accident pendant les 24 heures. Il y a un étudiant qui s'est fait mal. Mais je me suis dit, ça se trouve, je vais avoir la plus belle couverture médiatique que je rêve depuis les 24 heures. Et là, cette année, je vais attendre avec les Kim, les TF1, tout ça débouler. Et je leur ferai peut-être une petite allusion, gentille, mais je sais pas. Moi, ça me dérange, et franchement, ça me dérange à mon petit niveau, c'est pas trop grave. Et pour des boîtes comme vous, je sais pas comment vous avez à supporter ça. Je pense que si un jour j'arrive à créer ce que j'ai envie de faire dans les 24 heures, je me paierai le luxe de refuser la presse ou de refuser toute communication. Après, ça c'est mon... Oui, monsieur, encore un témoignage. Poursuivons. François, je suis dans la presse, mais je vais plutôt faire un témoignage de chef d'entreprise. Donc moi, j'ai démarré au départ dans des grandes boîtes, et puis après, j'ai eu envie de créer une entreprise pour une question de liberté et de créativité. Et puis il se trouve que je suis retombé ici dans le berceau familial qui avait créé un journal sur le Béarn, et donc du coup le virus m'a pris. Donc il y a une première des choses, c'est la notion d'une entreprise qui a deux niveaux, deux personnalités, un peu Mr. Hyde et Dr. Jenkins. D'un côté une mission qui peut être noble et qui a une vraie valeur, une vraie dimension par rapport au territoire, et d'autre part une mission économique, enfin un modèle économique qui doit être adapté et qui doit fonctionner. Et donc, ce journal étant parti dans le giron d'un grand groupe, avec un peu toutes les dérives qu'on vient d'entendre, qui peuvent être plus ou moins justifiées, mais bon, qu'effectivement tout le monde constate qu'il y a un vrai problème aujourd'hui entre les médias et la société. Au-delà de ça, dire qu'est-ce qu'on peut inventer, et effectivement, passer dans le giron d'une grande entreprise, cette presse a perdu ses missions d'origine. Au départ, elle contribuait au débat local, à faire avancer les choses au niveau local, et aujourd'hui, elle n'était là que pour faire effectivement un peu de sensationnel, vendre pour faire entrer du chiffre d'affaires. Et donc, du coup, on est parti sur notre notion d'inventer un nouveau média, permis par la gratuité et par Internet, et pour dire pourquoi pas inventer un nouveau média qui, lui, va être avant tout utile au territoire. Et donc, on a créé une société avec des chefs d'entreprise uniquement pour dire soyons utiles au territoire avec les normes de la presse, mais en même temps d'être utiles au territoire. Et donc, pour moi, chef d'entreprise, c'est comme on en parlait nous, sur le côté de l'exclusion, dire moi, j'ai deux bénéfices, c'est-à-dire quelque part, quel que soit l'avenir de la société, je crois qu'on contribue à faire avancer le territoire, à encourager ceux qui font avancer les choses, ceux qui prennent des initiatives, et en même temps, on a une entreprise qui crée de l'emploi, qui peut avoir un modèle économique pérenne et durable. Donc voilà, donc on est aussi sur cette notion d'entreprise qui a un double volet et qui n'est pas toujours facile à gérer, c'est-à-dire de dire, surtout aujourd'hui, je crois qu'il y a une révolution dans la presse, et donc il y a effectivement un chamboulement énorme qui est en train de se passer. Je crois que les chefs d'entreprise peuvent prendre aussi en main cette destinée-là, comme nous on essaye de le proposer, c'est-à-dire de dire, ouvrons-le à des gens qui ne sont pas du métier pour dire,
retournons aux valeurs de base de la presse, qui est de parler des valeurs, de transmettre des idées, de transmettre des choses et d'être utile au territoire. Donc voilà, donc du coup c'est une entreprise qui a ce double volet. Et donc là on peut répondre, je crois, demain à quelques interrogations. Ceci dit, ça n'empêche pas qu'il est important de désamorcer les malentendus qu'il y a avec la presse classique. Réponse, je crée mon média. Comme cela, aucun journaliste ne vient me trouver. Et surtout, je dis ce que j'ai à dire selon le métier que j'entends bien refonder. Voilà l'une des formules. Y a-t-il ici... Non, ce n'est pas un thème qui semble vous inquiéter, en tous les cas. Que je vous donne du coup, je vais prendre 2 minutes, je vais faire l'expert. Je vais prendre 2 minutes simplement pour vous informer de quelques points. Oui, la presse a changé en 30 ans. Il y a 30 ans, elle portait des valeurs ou contestait des valeurs. Aujourd'hui, elle travaille sur sa pérennité, c'est-à-dire qu'elle vend du papier, soyons clairs. Ça, c'est la première chose. Et autrement dit, l'entreprise presse est devenue une entreprise comme les autres, avec une ligne de flottaison, je vous assure, qui est très basse sur l'eau, très très basse. Et donc, souvent, l'entreprise boit la tasse. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la révolution technologique. Celle qui vous permet de créer votre média est aussi celle qui traverse tous les médias, y compris les plus traditionnels, et qui sont obligés de reconsidérer leur façon de travailler à travers Internet. Cela a profondément bouleversé les zones de fabrication, la vitesse de fabrication et l'absence de vérification. Et ceci est le point le plus important. C'est là où, très souvent, vous constatez des dérapages. C'est là où, très souvent, au-delà des cas que vous avez évoqués, et qui sont simplement des cas d'ego, absence d'humilité, absence de savoir-faire aussi, il y a les deux. Au-delà de tout cela, la vitesse de production de la presse aujourd'hui fait que le verbe vérifier, souvent, n'a plus sa place. Je peux vous assurer que pour vérifier, ça prend du temps. Pour publier, ça prend la seconde. C'est différent. Si donc vous voulez vérifier, vous devez prendre du temps. Alors quel est notre argument? Quel est l'argument que vous entendez le plus souvent? C'est de dire, oui, mais il y a la concurrence, donc je dois y aller. Entendons-nous, réfléchissons. Je dois aller sur quoi? Mais je dois simplement produire de l'information. C'est ce que vous attendez de nous. L'information, c'est une rumeur plus sa vérification. La vérification, c'est un système, une méthodologie qui, à travers 3 sources, je dis bien 3 sources, qui vous affirment la même chose, vous pouvez donc considérer auprès de votre lecteur, de votre auditeur, téléspectateur ou internaute, vous pouvez lui dire « je l'ai vérifié ». Voilà ce que ça signifie. 3 sources différentes, non voisines, m'ont dit exactement la même chose dans le même périmètre. Eh bien, cet aspect-là, je peux vous assurer que si vous devez contacter 3 sources, au téléphone où vous déplacez, ça va prendre 3 heures. Et que va-t-il se passer dans l'intervalle? Ce que l'on vous dit, dans l'intervalle, mon concurrent va placer, lui, sur Internet, un conditionnel. Et il va dire, il se pourrait que. C'est du café du commerce. Ce n'est pas du journalisme. Et donc, pour vous, que voyez-vous? Du coup, vous voyez sortir une rumeur, il se pourrait que, quelque part. Et puis, vous allez avoir la contradiction de la rumeur. Attendez, c'est pas tout à fait ça qui s'est passé. Et ça se passe en 2 heures ou en 3 heures. Les cycles, donc, de mise, de publication, de choses nouvelles, je vais dire ça, c'est pas de l'info, de choses nouvelles sont beaucoup plus rapides, mais avec des envolées extraordinaires. Deuxième point, toujours dans la recherche de la performance économique, la presse a fait des choix qui sont entre autres les suivants. Quand je dis a parfois fait les choix, et vous le voyez, c'est le choix du buzz. En quoi cela consiste-t-il? C'est un attroupement dans la cour de récré. Il y a une bagarre et on s'attroupe. Et donc le journaliste vient tout près de l'attroupement et se dit, puisqu'il y a du monde, la chose qui attire le monde, je vais la mettre en vitrine moi aussi. Benchmarking, et dans ma vitrine, on va venir lire ce que je vais y mettre, puisque cela attire du monde. Ce faisant, il abdique tout simplement du choix éditorial. C'est parce qu'il y a la foule qu'il met en vitrine. Ça veut donc dire que la foule et son instinct seul sera prescriptrice de la rumeur que le journaliste va mettre en ligne pour vous. C'est ça le buzz, ce n'est pas plus. C'est l'anti-Sénèque. Sénèque disait « méfiez-vous des foules, elles se meuvent à l'instinct et non pas à la raison ». Il y a 30 ans, dans toutes les conférences de rédaction, il était interdit de partir sur ce que le plus grand nombre disait. Interdit. C'est une piste, mais cela n'en est qu'une. Mais c'est surtout pas la piste de la raison. J'arrête là. On
pourrais en parler longtemps. Je reviens vers vous, petit conseil, allez, on termine par là, conseil pratique pour l'entrepreneur que vous êtes. Vous répondez ou vous ne répondez pas aux questions? Eh bien, je ne répondrai pas à cette question-là, c'est-à-dire acceptez-vous ou non la presse en entreprise. Surtout, faites vos choix. Le choix que vous ferez sera le bon. Il y a une chose simplement, quel que soit votre choix, que je vous recommande. Veillez à entretenir votre capacité à rencontrer la presse si jamais cela devenait nécessaire. Malheur au chef d'entreprise qui n'y est pas prêt. Ça ne veut pas dire qu'il faut y aller, mais au minimum, vous connaissez le système et vous savez y aller si besoin. Celui qui l'a pas fait, c'était Lombard, le patron de France Télécom. Il y est donc allé, quand il a fallu y aller, il y est allé avec des pieds de plomb et sans savoir-faire, avec une panique générale en lui, et cela a mené à ce dérapage extraordinaire. Je suis ici pour mettre fin à la mode des suicides. Voilà comment c'est arrivé. Absence de préparation, absence surtout, si vous voulez, même si vous ne parlez pas, maintenez-vous dans un exercice important. Et cet exercice-là de communication, et je vais laisser la parole à Heinz Wiesmann dans un instant, mais cet exercice de communication, vous devez absolument y être astreint. C'est une véritable discipline. Je conclus et je laisse la parole. J'ai un maître. Mon métier tient en 2 pages chez Cicéron. Si vous avez l'occasion, vous devez absolument lire L'art de l'orateur. C'est une lettre que Cicéron adresse au fils d'un ami qui s'appelle Brutus. Brutus écrit à Cicéron en lui disant « Tu sais, je m'apprête à devenir avocat et toi qui es un homme d'une éloquence rare, peux-tu me dire ce qu'est l'éloquence et comment on parle ?» Et surtout, il va lui poser la question « Mais quel est dans notre monde l'homme le plus éloquent ?» Et Cicéron va bien se garder de répondre à la question. Mais il va répondre dans une lettre de 80 pages, qui est d'une actualité incroyable. C'est pour ça que je vous la recommande. Il va brosser dans cette lettre 3 éloquences, dont une qui est la nôtre, qu'il appelle l'éloquence simple. C'est la nôtre, aujourd'hui. Et Cicéron a cette phrase magnifique, et je vous la laisse, donc, quelle que soit votre communication, ceci pour moi est la pierre fondamentale. L'homme éloquent n'existe pas encore, car on ne va pas chercher auprès des mêmes maîtres la science des idées et la science des mots. Clairement, vous êtes chef d'entreprise, vous voulez communiquer à vos salariés, à vos syndicats, à la presse éventuellement, interrogez-vous d'abord sur ce que vous voulez dire. Déposez vos stylos, réfléchissez à voix haute, dites-vous ce que vous voulez dire. Encore, répétez-le avec des mots différents, des verbes différents, des substantifs différents. Dites-vous ensuite ce que vous ne voulez pas dire. Ce n'est pas ça que je veux dire, mais ça, c'est une idée voisine, elle est différente. Bref, ici, vous allez ciseler votre idée, la polir. Il faut qu'elle soit cristalline, qu'elle tienne dans quelques mots, que vous-même, quand vous allez la dire, ce soit clairement reçu. Ensuite, vous vous inquiéterez du comment le dire. Ça, c'est la rhétorique. Ça, c'est tout ce qui va accompagner la beauté du mot, c'est différent. L'art de conduire l'autre vers la conviction, de conduire l'autre vers un bout de chemin, je préfère d'émotion, et mauvais, sortir d'eux et se mouvoir avec, clairement on dit aujourd'hui, faire bouger les lignes. Si des gens réussissent ça, c'est merveilleux. C'est tout ce que je vous souhaite, mais travaillez vos idées d'abord, vos mots ensuite. Tout ce qui nous vient de l'art oratoire vient d'Athènes. Je vous laisse la parole. Heinz, vous êtes pour moi bien plus érudit. Alors, je ne vais pas abuser, et surtout, je ne vais pas parler d'Antiquité, mais dans tout ce qui s'est dit là, une chose m'a frappé, c'est qu'il y a un glissement continuel entre 2 termes qui pourtant sont à distinguer, communication et information. La vérité, la notion de vérité qui accompagne chacun de ces termes est différente. L'information est vraie quand elle est exacte, tandis que la communication est vraie quand elle est sincère ou authentique. Je l'ai entendu tout à l'heure. Or, la communication, quand vous communiquez avec vos collaborateurs, eh bien, tantôt il s'agit de transmettre une information. Là, il faut simplement qu'elle soit le plus exacte et l'expression la plus précise possible. Et très souvent, et je crois que c'est vital, on a affaire à une communication dans laquelle il n'y a pas un contenu, je dirais, d'information seulement. Il y a une prise,
comment dire, une manière d'évaluer, à partir du sujet qui communique, ce que l'on communique comme information. Il y a un élément supplémentaire dans la communication, c'est qu'il y a une valeur d'appréciation qui se mêle à l'information. Je trouve qu'il faut absolument distinguer les deux notions parce que les deux critères de reconnaissance, que sont l'exactitude et la sincérité, s'attachent à ces deux modes. Eh bien, dans une démocratie, et c'est là qu'intervient la presse, dans une démocratie, l'une des difficultés consiste à créer une sorte de consensus, non pas sur les faits. Les faits sont là, on ne va pas chercher un consensus sur les faits. Donc l'information, c'est un premier métier. La difficulté en démocratie, c'est de créer un consensus quant à ce que l'on doit penser des faits, leur évaluation, leur appréciation. Ça, c'est la communication au sens noble. Or, ça a été dévoyé par la com. La com, c'est la manipulation de la dimension noble de la communication sincère des valeurs. Et grâce à la com, on crée le buzz. C'est là, le buzz, en fait, relève de la com. C'est-à-dire, on crée une espèce d'effervescence qui est à la fois factuelle et qui est vendue comme intéressante, puisque c'est une valeur d'attractivité. Aux États-Unis, dans les départements universitaires qui s'occupent de la formation des étudiants journalistes, on enseigne un truc qui s'appelle opinion making. Opinion making. Pourquoi? Parce que l'opinion publique en démocratie n'existe pas. Il faut la faire. On est trop atomisé. Nous, par définition, le consommateur dans le monde moderne, mais aussi le citoyen, il est un individu, un atome. Or, l'art des politiques consiste à créer des zones de cristallisation où une attraction s'exerce. Et c'est en général la com qui s'en charge. Et le problème, c'est qu'il faut absolument produire des clivages. Parce que dans un système dans lequel il faut se faire élire, on ne peut se définir qu'en s'opposant à des gens qui pensent autre chose que vous. Et tout cela est artificiel, relève d'un art qui s'enseigne. Et on lance des nouvelles, par exemple, fausses, ou on lance des provocations sous forme d'appréciation de ces nouvelles, uniquement pour se cristalliser des opinions. Donc je reviens juste au point de départ, séparer information et communication, séparer les deux types de vérité qui s'y attachent, exactitude ou sincérité, authenticité si vous voulez, et à partir de là, jeter un regard averti sur ce que l'on nous vend aujourd'hui comme communication, à savoir la com. C'est tout ce que je peux contribuer. Et si vous voulez, après 13 heures, on parle. Puisque je suis témoin, je voudrais un témoignage. J'avais ouvert un nouveau marché et il s'agissait de passer le message des économies d'énergie et des énergies nouvelles, renouvelables. Et je me suis tenu toujours à 4 principes fondamentaux que je m'étais fixés. La première chose, vous en avez parlé, clarifier le message. La deuxième chose, pour éveiller l'attention du journaliste, que ce soit en presse écrite ou en télévisuel, glisser une originalité. La troisième chose, le troisième principe, n'écrire que sur un format A4 verso. Quand vous m'avez demandé ce que je faisais, je vous ai tendu un format A4 verso. Et enfin, dernier point, j'ai bien noté tout ça, que ça soit compréhensible. Et pour que ça soit compréhensible, j'allais chercher le plus borné de nos administratifs et je lui faisais lire. Et s'il avait compris, je diffusais. S'il n'avait rien compris, je me remettais à l'ouvrage. J'avais appris ça lors de mon service militaire. À un moment donné, le colonel me chargeait de faire les notes et je faisais des notes de service. Et il me disait, pour savoir si tu peux diffuser,
prends le plus con de la compagnie et tu lui fais vivre. S'il a compris, tu peux y aller. Merci beaucoup de votre témoignage. Nous entrons dans la dernière ligne droite de nos débats et partages. Non-conformisme et éducation sociale, quelle était la table qui avait cette thématique? Non-conformisme, éducation sociale? C'était vous, parfait. J'aimerais entendre le chef d'entreprise dont la mission principale est la réinsertion. C'est vous? Parfait. Très bien. Que leur apprenez-vous? Quelle est exactement votre intention? Qui accueillez-vous dans votre entreprise? Et quelle est exactement votre intention? Que leur apprenons-nous à devenir eux-mêmes? Qui accueillez-vous? Oui, j'ai compris. Mais ce qu'on leur apprend, c'est à devenir eux-mêmes. Qui accueillons-nous? Nous accueillons des accidentés de la vie, des personnes qui ont connu des longues phases sans travail, suite à des conduites addictives, suite à des incarcérations, suite à des maladies, à cause parfois d'un tissu familial décomposé, etc. Ce sont 80% des Français, âge 18 à 55 ans. Et voilà, donc ces personnes sont loin de l'emploi. Vous les croisez tous les jours dans la rue, mais vous ne les connaissez pas et vous n'avez aucun moyen de savoir qu'ils ne sont pas aptes vraiment à travailler 35 heures comme vos collaborateurs. Et donc ces personnes, suite à des rencontres avec Pôle emploi, avec les travailleurs sociaux qui les accompagnent, choisissent un jour de faire l'effort de revenir dans le circuit. Et donc nous sommes une structure qui est une entreprise normale, une entreprise commerciale de droit français, avec les mêmes contraintes de contrat de travail et d'horaire, etc. Enfin, on répond exactement au code du travail. Et donc, mais nous faisons l'effort, grâce à une subvention qui nous permet de compenser partiellement leur manque de productivité et le surencadrement nécessaire, à les remettre dans le circuit avec une vraie relation professionnelle, une vraie entreprise. C'est un choix. Ah oui, bien sûr. Les entreprises d'insertion par l'économique sont de vraies entreprises. Le métier, c'est d'insérer. Et le métier exercé, c'est un moyen. Voilà. Question. Dans vos entreprises, est-ce que vous avez aussi, à un moment donné ou à un autre, de façon évidemment tout à fait exceptionnelle, développé cette attention-là? C'est-à-dire, oui, je sais que pour la communauté au travail que vous dirigez, la personne que vous allez avoir en CDD, en CDI, en CDD j'imagine, n'est pas celle que vous auriez souhaitée. Et pourtant, pour des raisons différentes de raisons économiques, à un moment donné, vous ouvrez la porte et vous allez plus sur une aventure humaine que sur une aventure économique. J'aimerais vous entendre là-dessus. L'avez-vous déjà fait? Non. Peut-on passer? Je vous écoute. Oui, on l'a fait, oui, pour l'expérience. On a pris des gens qui étaient en prison, on les a fait sortir de prison pour venir travailler, parce que s'ils avaient un emploi, ils pouvaient sortir de prison. Donc, bon, ça a été des réussites plus ou moins, il y a eu de tout. On l'a fait. Ce que j'aimerais comprendre, c'est, bien sûr, il y a la réussite sur la relation et sur l'individu, voilà, le moment où vous l'accueillez, le moment où il quitte éventuellement l'entreprise. Ce que j'aimerais comprendre aussi, c'est l'avantage pour la communauté au travail. Comment elle va-t-elle se comporter vis-à-vis de l'autre? Est-ce qu'elle est aussi accueillante de vous dans son état d'esprit, ou bien est-ce qu'il y a rejet et la greffe ne prend pas? Alors là, elle est très partagée, la communauté, parce que vous avez des gens qui trouvent que c'est bien et qui jouent le jeu pour aider cette personne à s'insérer, à retrouver du travail et reprendre une vie normale. Et puis il y a tous les autres qui rejettent, parce que le gars qui a tué sa femme avec 17 coups de couteau qu'on a pris dans l'entreprise, j'ai eu un rejet de toute une partie du personnel aussi. Bon, voilà. Que lui avez-vous dit? En attendant, c'est quelqu'un qui travaille très bien, qui s'est réintégré, mais ça a été dur. Je crois que pour lui, ça a été dur, parce qu'il a tenu le coup. Il est toujours chez nous. Et les autres, ça a été un petit peu dur. La CGT qui était contre, quoi. Nos syndicats principaux étaient contre l'embauche de cette personne-là.
témoignage parce que j'ai vécu l'expérience de vouloir sortir de l'embarras un garçon que j'ai trouvé un jour dans la rue en train de faire la manche alors que je l'avais eu déjà comme salarié dans l'entreprise. Et en fait, ça n'a pas pris du tout parce que je n'étais pas vraiment préparé à ça. Moi, j'avais une entreprise de service et avec des gens entre guillemets normaux. Et finalement, je n'étais pas vraiment préparé à ça. Et ça m'a un peu troublé de vivre cet échec relationnel. Donc je pense qu'il faut être vraiment très préparé et avoir la bonne structure pour les accueillir. C'est pas du tout évident. Et à contrario, j'ai été pendant 7 ans administrateur d'une association d'insertion par l'économique. Et je me suis senti beaucoup plus à l'aise en apport comme administrateur finalement que comme accueillant parce que je ne me sentais pas armé à ce niveau-là. Merci beaucoup. Y a-t-il sur cette thématique encore un témoignage? Voulez-vous apporter votre contribution ou bien souhaitez-vous que nous avancions? Vous avez un mot en plus à ajouter? Oui, je vous en prie. J'ai fait état de 2 choses peut-être. J'ai fait état de subventions. Alors, les subventions représentent en moyenne nationale 20% du chiffre d'affaires, 20% des produits plutôt de ces entreprises, et que 80% c'est du vrai chiffre d'affaires développé dans l'économie. La deuxième chose, c'est qu'il y a effectivement différents statuts pour ces entreprises d'insertion. Et rares sont celles qui exercent sous la forme sociétale, comme la nôtre. Nous avons souhaité créer une vraie entreprise et pas un nouveau service d'aide sociale. Et donc pour ça, nous expliquons bien à nos nouveaux salariés qu'ils sont rentrés dans une entreprise normale et que l'aide sociale, c'est fini. Voilà. Merci beaucoup. Quelle est la table qui avait comme thématique le citoyen? C'était vous-même, voilà. Pour votre table, vous avez vous aussi été obligé de partir sur l'éducation. Le modèle éducatif français est-il fabriqué pour les élites? Le citoyen et le salarié ont-ils changé? Vous avez déjà un tout petit peu abordé le sujet. Ont-ils changé? Sont-ils plus réactifs ou plus attentifs à l'intérieur de l'entreprise? Y a-t-il une véritable nécessité de pédagogie pour l'un comme pour l'autre? Témoignage et nous ouvrons les échanges. Une dimension bien plus importante, c'est, si je résume autrement vos propos, monsieur, c'est donner du sens. Expliquer ce que vous faites, expliquer ce que vous êtes. Ce sont 2 choses complètement différentes. J'aimerais là-dessus vous entendre. Est-ce que vous le faites auprès de vos salariés, de vos collaborateurs? Comment vous y prenez-vous? Y a-t-il là aussi des incompréhensions? Si vous dites simplement, nous nous définissons par ce que nous faisons, ce sont nos produits, c'est de la publicité. Parce que nous sommes, c'est complètement différent, et vous l'avez bien compris. Je vous écoute. Personne a dit non. Ou bien vous êtes fatigué, ou je deviens lassant. Oui, je vous en prie. Juste une chose, je crois que là, les médias peuvent jouer un rôle important, et que c'est peut-être une mission qu'ils ont oubliée, le côté éducation, contribuer à porter ce sens, faire comprendre, faire savoir. La pédagogie dans les médias, aujourd'hui, n'est plus assurée. C'est le constat que vous portez, oui, et à l'intérieur de vos entreprises, là aussi, non seulement pour le citoyen, mais également pour vos salariés. Thierry. Je vous en prie. Je voudrais apporter sur le sujet 2 témoignages. Le premier, c'est que souvent, j'avais observé que certains des employés ne faisaient pas ce que je souhaitais. Donc systématiquement, dans un premier temps, ça se passait mal. Le deuxième temps, c'est que longtemps, j'ai beaucoup réfléchi sur est-ce qu'ils me comprenaient. Et vraiment, ça a été un élément très important pour moi. La deuxième chose, à cette époque-là, je fabriquais des caisses pour Michelin et Shell. Les caisses, c'était des caisses palettes, il y avait 4 à 5 côtés, enfin, un socle, des côtés, voire un dessus. Les personnes travaillaient par tandem, et il y avait une certaine productivité. Et à un moment donné, lorsque j'avais entendu certaines personnes qui ne comprenaient pas très bien ce qu'elles faisaient, au milieu de l'entreprise, de l'atelier, j'ai monté une caisse complète. Et là, vraiment, les gens ont compris ce qu'ils faisaient au lieu de faire un élément, le côté droit, le côté gauche, le dessus, le dessous.
Ils ont compris ce qu'ils faisaient et j'ai eu une production qui a augmenté, simplement en leur montrant ce qu'ils faisaient. Cela date d'il y a 25 ou 30 ans, mais cela veut dire que la communication, même à cette époque-là, c'était très important et que le salarié qui travaille avec nous, s'il ne comprend pas, il n'avance pas. Et ça, je crois que c'est le propre du chef d'entreprise, que de faire cet effort. Merci. Je n'aimerais pas être celui qui, un samedi 13h, est obligé de poursuivre alors que vous avez faim, que vous avez envie de prendre l'apéritif. Donc, si vous le voulez bien, nous allons ici synthétiser, et puis je laisserai la parole à Heinz, synthétiser vos travaux, tenter de les synthétiser. Nous sommes partis d'autrui, nous sommes partis des missions de l'État. Et certaines missions sont incontestables, la sécurité. Pour d'autres, nous constatons que l'entreprise a également là motif d'accélération. Par exemple, lorsqu'il s'agit de la chose entrepreneuriale, bien sûr que l'éducation doit être là et que là aussi l'État doit répondre, mais vous avez bien compris que sur la transmission de cette flamme-là, sur la naissance de l'envie d'entreprendre, vous avez, vous aussi, une responsabilité, précisément parce que votre parcours est tel que vous êtes porteur de cette envie et de cette flamme au quotidien, quelles que soient les difficultés. Permettez-moi de rêver, disait ce jeune étudiant ingénieur. S'agissant de la santé aussi, le capital santé, celui de votre entreprise, je ne vais pas dire que vous en êtes garant, mais sachez que c'est un capital économique. Et que du coup, si au minimum vous le maintenez, sinon le développez, là aussi ce ne sera que bénéfice pour l'entreprise. Pareillement, la sécurité sociale dit, attention, nous arrivons. Et nous arrivons avec des conseils qui ne seront plus sur la santé, mais sur la prévention. Donc sur le maintien en exercice de ce capital santé. Capital santé veut dire aussi, protégez-vous. Protégez-vous, veillez à ce que votre santé soit effectivement l'un des atouts de l'entreprise. Et dans votre santé, il y a précisément tout ce que vous avez dans la tête et dans le cœur, c'est-à-dire pourquoi, à un moment donné, vous êtes-vous dit, moi aussi, je serai un jour entrepreneur? Est-ce que cette trajectoire-là, qui est la vôtre, et qui est partie de loin, ou parfois qui vous a été donnée, cette trajectoire-là vous habite-t-elle toujours? Et est-ce toujours un moteur extrêmement puissant, plutôt qu'un frein? Car dans les entreprises familiales, il y a effectivement parfois des moments où les freins sont bien plus importants que les relais positifs. Enfin, nous sommes arrivés sur la communication. Sur la communication, oui, c'est vrai, les temps ont changé. Vous n'êtes pas seulement acteur de communication, mais vous en avez d'autres qui peuvent éventuellement communiquer pour vous ou contribuer de façon malsaine à communiquer pour vous. Je parle des médias. Ici donc, retenez bien ce que disait Heinz, la différence entre la communication d'un côté, la seule valeur qui compte, c'est que moi qui vous écoute à ce moment-là, j'ai ce sentiment à 100% que vous êtes sincère. Ou bien vous êtes dans l'information, et auquel cas, le pack que vous me donnez est un pack vérifié, certain, précis. Deuxième possibilité. Cette communication s'accompagne de pédagogie, pédagogie signifiant la volonté absolue d'expliquer à vos salariés ce qu'il en est. Et aussi, avez-vous ajouté, c'était dans votre interview, donner du sens. Grosso modo, si je résume encore, on voit bien qu'à tous les étages, là où sont les marges de progrès et d'accélération, se trouvent l'entrepreneur et l'entreprise. Tout cela pour cela, allez-vous me dire, non, je suis persuadé encore une fois que chacun d'entre vous repart d'ici avec une idée très précise, parce que votre trajectoire n'est pas celle du voisin et n'est certainement pas la synthèse que je viens d'en faire. Heinz, à vous, à présent. Je ne vais pas vous fatiguer longtemps, mais j'ai très envie de vous dire un mot au sujet du titre de cette réflexion, le citoyen, pour attirer votre attention sur le fait suivant. Dans l'Ancien Régime, avant la Révolution, les citoyens étaient inséparables de l'acteur économique. On avait son statut social ou civique à travers l'activité professionnelle qu'on exerçait. Et le terme qui désignait cette unité de fonction était le terme de privilège. Nous, on entend aujourd'hui que les privilèges, c'est des avantages indus et que l'abolition des privilèges consiste à rétablir la justice.
C'était pas du tout ça au moment de la Révolution française, où ça ne l'était pas entièrement. Parce que le privilège, en latin, ça vient de privalex, c'est une loi privative. Le privilège interdit aux citoyens actifs dans l'économie d'exercer un autre métier que celui que cette loi privative lui assigne. On est imprimeur par privilège du roi, on est cordonnier par privilège du roi. On n'a pas le droit d'aller chercher fortune ailleurs. Il y avait des nobles qui avaient mauvaise terre. Or, le privilège des nobles était qu'ils tiraient leur subsistance de leur terre. Alors, avec des terres méchantes, peu fertiles, les nobles pouvaient être dans la difficulté. Il y a un magnifique film qui montre un de ces nobles ridicules qui monte à Versailles pour demander qu'on l'autorise à améliorer ses terres et devient, après la Révolution, ingénieur. Car la Révolution va complètement transformer le concept de citoyen. En séparant l'activité économique, c'est-à-dire l'autorisation à être entrepreneur, de la fonction civique du citoyen, qui, elle, est définie par la Déclaration des droits de l'homme, c'est-à-dire c'est la justice qui est la préoccupation du citoyen, tandis que c'est la victoire dans la compétition économique qui est le rôle de celui qui s'engage en tant qu'entrepreneur sur le marché. La difficulté qui naît de cette séparation, qui est d'ailleurs à l'origine de la prospérité moderne. La révolution industrielle n'aurait jamais pu avoir lieu si le marché avait été quadrillé par les privilèges accordés par le pouvoir public. D'ailleurs, tous les fascismes, tous les régimes autoritaires ont réinstauré le privilège. Chez Franco, chez Salazar, etc. Vous trouvez ça, les syndicaux verticaux. Mais, les syndicats verticaux. Mais ce que je veux dire, c'est que très vite après la Révolution, on s'est inquiété de cette espèce de dédoublement qui est demandé aux citoyens modernes, parce qu'il est dans une logique différente lorsqu'il est entrepreneur que lorsqu'il est le citoyen qui veille sur la justice, puisque l'entrepreneur est dans la compétition, et donc l'inégalité pour lui est un élément tout à fait naturel. Très rapidement, dès les années, juste après Napoléon, je ne vais pas entrer dans le détail, naissent des idéologies que vous connaissez bien, qui veulent revenir en arrière. C'est-à-dire qui veulent refaire l'unité de l'homme. Ces idéologies s'appelaient totalitaires. Chez Marx, on lit « Notre tâche va être de refaire l'homme total ». Parce que Mussolini, qui était socialiste marxiste au départ, reprend en parlant de l'uomo totalitario. Or, l'idée, c'est de revenir en deçà de la Révolution française et de trouver un moyen d'abolir la séparation du marché et de l'État. Le socialisme l'opère par l'emprise de l'État sur le marché, et le libéralisme, mais sous la forme dogmatique et extrémiste, corollaire du socialisme, imagine que l'État va se dissoudre dans le marché, dans l'autorégulation complète du marché. Ce sont les deux grandes idéologies qui, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, ont dominé le monde occidental. Or, le socialisme a été réalisé, et on a vu l'échec. Le libéralisme n'a jamais été réalisé, même si les Américains, plus que nous, tentent parfois d'aller davantage en direction d'une dissolution de l'État dans le marché. C'est ce que Reagan disait quand il disait l'État c'est le problème, c'est pas la solution. Eh bien, ils ne sont jamais allés jusqu'au bout et Dieu nous garde d'un libéralisme réalisé, au sens du socialisme réalisé, car on reviendrait en deçà de la Révolution française qui nous a légué ce statut tout à fait inconfortable du citoyen moderne, qui est tantôt dans la compétition sans merci, il faut d'ailleurs qu'il l'assume, et tantôt dans la quête de justice, lorsqu'il vote par exemple pour les représentants politiques qui incarnent cette aspiration citoyenne. Là, c'est notre situation, et je trouve que lorsqu'on parle des devoirs du citoyen, il faut réfléchir non pas en termes de valeurs qui seraient intrinsèquement liées à ce qu'un citoyen, je m'exprime mal,
valeurs qui seraient de tout temps liées à la fonction du citoyen d'un État. Il y a des transformations historiques qui font que le citoyen, aujourd'hui, est pris dans une contradiction avec laquelle il doit vivre et trouver le meilleur moyen de concilier les deux impératifs auxquels nous devons nous plier. Nous devons être entrepreneurs dans notre monde, même lorsque nous ne sommes pas entrepreneurs au sens de chef d'entreprise, entrepreneurs de notre existence. C'est ce qu'on nous demande, nous autodéterminer, ne pas simplement suivre et se laisser entraîner. Mais d'un autre côté, cet entrepreneur qui réussit ou qui échoue, eh bien, il est aussi, devant la communauté, celui qui veille à l'égalité, à la justice, à ce qui fait que tous peuvent, hors compétition, exister ensemble. Ce sont deux impératifs qui sont désormais distincts et que nous ne pouvons pas, par un coup de baguette magique, idéologique, faire disparaître. C'est cette prise de conscience me paraît essentielle. Et je dis dernière chose, la description que j'ai donnée, par exemple, du socialisme qui s'est présenté comme une idéologie progressiste, la présentation que j'en ai faite montre que c'est une idéologie réactionnaire. Parce qu'en réalité, elle veut revenir à un État avant la séparation de l'État et du marché. Et d'ailleurs, ça a engendré en Union soviétique un État féodal. Féodal, ça veut dire un État comme sous l'Ancien Régime, où le pouvoir est dans les mains de ceux qui sont statutairement supérieurs à d'autres, et la possibilité de faire, grâce à une réussite économique, de l'argent qui pourrait permettre de peser sur les affaires, n'existe pas. Et donc je termine par une anecdote. J'ai invité, il y a peut-être 30 ans, un collègue, un philosophe russe de l'Académie des sciences, Mela Mamardashvili, donc un géorgien, et je l'ai fait parler devant un parterre de chefs d'entreprise, parce que je voulais qu'ils engagent une réflexion sur le rapport à l'argent. Alors, les chefs d'entreprise avaient un peu peur que le soviétique allait leur faire la leçon en disant que l'argent corrompt. Alors, ils étaient là sur leur garde. Or, Merab Mamardashvili leur a expliqué que dans le régime soviétique, qui était un régime féodal, pour accéder à la plage en Géorgie, qui était rendue inaccessible par des palissades, il fallait avoir des autorisations, c'est-à-dire des bons délivrés par des organisations de masse localisées à Moscou. Il disait, voilà un régime féodal, une vassalité, si vous voulez. Or, disait-il, le seul moyen de démocratiser l'accès à la plage était la corruption, c'était l'argent. Et là, il a dit quelque chose de profond et de dérangeant. L'argent liquéfie d'une certaine manière les relations sociales figées. Et l'argent, c'est pas seulement du mal, c'est aussi du bien. Et je crois qu'une réflexion là-dessus permet d'évacuer des idées qui s'attachent à la notion de citoyen, quand on veut, avec un certain angélisme, faire du citoyen quelqu'un qui serait le porteur uniquement de bons sentiments. Ce n'est pas vrai. Il y a une structure dans laquelle une contradiction nous travaille et peut-être nous rend plus entrepreneurs que si elle n'existait pas. Voilà. Nous allons terminer. J'ai 3 petites choses à vous dire. 1, j'aimerais de sérieux applaudissements, je dirais même une standing ovation à la fois pour ceux qui ont organisé, je dis Jean-Marie, Henri, tous les autres, vos animateurs qui ont organisé cette convention. J'aimerais vraiment de lourds applaudissements, s'il vous plaît. Voilà. Pour Anne Fisman également, parce que franchement, toutes ces réflexions sont exceptionnelles. Merci beaucoup pour l'ensemble de ceux qui ont participé. Deuxième point, une petite histoire aussi. Un éléphant rencontre un boa. Et l'éléphant dit, mais je ne comprends pas comment tu marches. Je ne marche pas, dit le boa, je rampe. L'éléphant fait demi-tour. Il revient.
tu es, parce que comment tu te reproduis? T'as pas de testicules? T'es vraiment casse-pied, dit le boa. Je porte des œufs. L'éléphant s'en va et revient encore. Il revient et dit, écoute, il y a une toute dernière chose, puis je t'ennuie plus, c'est comment tu manges? Ah là, pour le coup, dit-il, j'ai une grande gueule, j'ouvre, je dévore ma proie, enfin, je l'engloutis, et puis je la digère. Et là, l'éléphant réfléchit. Et il dit, je comprends tout à fait ce que tu viens de me dire. Tu rentres, t'as pas de couilles et t'as une grande gueule, t'es pas de la PM. Votre journée d'hier, en quel